Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette édition spéciale consacrée à l'actualité brûlante au Gabon sur le plan de la politique au regard de cet arrêt rendu il y a 4 jours, le 19 mai dernier, par la Cour internationale de justice au sujet du différend qui oppose le Gabon à la République de Guinée équatoriale, deux pays frères de la sous-région Afrique centrale depuis plusieurs décennies maintenant. L'arrêt de la Cour internationale de justice abondamment décrypté au Gabon par l'ensemble de la classe des forces vives de la nation. Dans cette émission, on va revenir sur ce communiqué du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui appelle à la retenue, à la sagesse et qui dit être prêt pour l'ouverture des négociations en ce qui concerne donc la suite à donner à cette actualité brûlante. On fera également le point sur un autre aspect, pas lié aux différends entre la Guinée équatoriale et le Gabon, mais plutôt des accusations dont il a été rendu responsable par une compatriote, une Gabonaise, présidente de l'association Réconciliation. Je veux parler de Georges Mpaga, qui est l'invité de cette édition spéciale. Monsieur Mpaga, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel et que vous êtes également le président du conseil d'administration du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, le ROLBG, c'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation afin que vous puissiez nous donner votre point de vue sur l'actualité brûlante, celle qui a un lien avec cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 19 mai dernier à La Haye, un rendu qui reconnaît donc la primauté ou la propriété de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier, un arrêt qui également reconnaît que certaines frontières situées dans les alentours de Mongomo et des Bébéines sont dans le territoire gabonais selon le traité entre le Gabon et la France, entre la France et l'Espagne qui date de 1900. On va donc faire le point sur cette actualité. D'abord, revenir sur le communiqué de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, qui s'est exprimé quelques jours après ce rendu de la Cour internationale de justice. Il appelle à la retenue et à la sagesse. Comment vous réagissez? Je pense que c'est une annonce qui vient à point nommé, compte tenu du débat suscité dans l'opinion publique par la décision, n'est-ce pas, de la Cour de justice internationale de La Haye, relativement donc aux différends que vous avez évoqués dans votre propos liminaire sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier. Et donc l'opinion publique a été d'une certaine façon désarticulée. Cette décision, de prime abord, a désarticulé l'opinion. Les gens n'ont pas compris l'importance, si tu veux, la dimension de l'arrêt. L'arrêt ne se situe pas uniquement au niveau de la première problématique, c'est-à-dire la question de Mbagné et des îles avoisinantes. Mais l'arrêt de la Cour de justice internationale, qui est compétente en la matière, a s'est étendu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, donc le traité entre la France et le Gabon, qui date entre la France et l'Espagne, qui date de 1900. Par ce traité, donc, les villes de Mongomo, de Bébéine, toute cette zone, sur une surface de 375 km² vont revenir au Gabon. C'est cela la logique. Il n'y a pas donc de gagnant, il n'y a pas de vaincu. Nous devons donc, je partage pleinement l'idée du président de la République d'agir dans une logique, n'est-ce pas, de négociation, de tradition africaine. Nous sommes dans la tradition, dans un règlement qui devrait permettre aux deux parties de développer, d'apparvenir une approche de gagnant-gagnant.
d'une approche de gagnant-gagnant sur les ressources internationales, sur l'autre aspect, sur la question de la frontière maritime. Il faut comprendre que par rapport à ce volet, il y a 3 pays. Pour traiter de cette problématique, il y a 3 pays. Il y a le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Si davantage des ressources sont découvertes dans cette zone, parce que nous sommes en eau profonde, le partage de production devrait se faire entre les 3 pays. Alors, avant d'arriver à l'aspect lié au partage de production, si jamais il y a des ressources dans cette partie-là, donc la Cour internationale de justice a reconnu évidemment qu'il n'y a pas elle ne s'est pas d'ailleurs prononcée sur ces faits, puisque ce n'est pas sur ce fait qu'elle a été saisie par les 2 parties. Les 2 parties ont saisi la Cour internationale de justice sur le différend qui les oppose et sur les îles Banié, Konga et Cocotier, dans l'optique de faire vérifier l'authenticité des documents sur le plan juridique. Donc la Cour ne se prononçait que sur cet aspect-là. Donc il n'y a pas de frontière maritime entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Selon les spécialistes, il faudrait qu'il y ait un ensemble d'instruments, donc la mise en relief de la participation même d'experts internationaux pour pouvoir aider les 2 pays à pouvoir délimiter leur zone maritime. Au-delà de 2 pays, c'est 3 pays. Il faut étendre cette problématique, cette réflexion. Parce qu'il faut mettre en place une commission internationale pour de limitation des frontières, avec des experts chevronnés des différents pays, des 3 pays. Nous ne devons pas articuler la réflexion ou vraiment le travail sur 2 pays. Mais le travail, ça va se tendre sur 3 pays. Sur 3 pays, sur Sao Tomé. Sao Tomé est également partie prenante dans la future négociation. C'est une négociation qui permettrait effectivement, comme vous l'avez dit, de délimiter de façon consensuelle les frontières maritimes du Gabon, entre le Gabon, la Guinée équatoriale et par extension Sao Tomé et Principe, qui est vraiment dans l'écosystème marin du golfe de Guinée. Donc des 3 pays. Nous sommes dans la zone des 3 frontières maritimes, donc qui inclut absolument la République sœur de Sao Tomé et Principe. Sur la Cour, je reviens sur l'arrêt de la Cour de justice internationale. Cet arrêt, d'après les spécialistes que j'ai consultés, comporte 3 des décisions. La première décision concerne Mbagné, la deuxième décision nous renvoie au traité de 1900, donc qui donne la primauté de la République gabonaise sur les territoires allant de Mongomo et Bébéine. C'est cela la vérité. Donc nous devons parvenir à un accord, à une entente cordiale entre les 2 pays. C'est cette approche que le président privilégie. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette approche. Mais il faut que nos frères de Guinée équatoriale comprennent aussi les enjeux. Justement, mais restons justement, Georges Panga, sur ce point relatif au tracé terrestre. Si on revient justement au traité de 1900 signé entre la France et l'Espagne, ces territoires qui sont situés dans les alentours de Bébéine et de Mongomo qui reviendront donc du côté gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, selon le contexte, selon la configuration, vous pensez que la République de Guinée équatoriale a tout intérêt justement à pouvoir s'asseoir sur la table de négociation et de négocier avec le Gabon? Nous sommes dans une logique d'échange de territoire. La logique, c'est celle-là. Le Gabon accepte, n'est-ce pas, les décisions de la justice internationale, de la Cour de justice internationale. Il appartient à la partie de Guinée équatoriale de s'inscrire dans la même logique. Soit nous allons vers une concertation, un partage des éventuels revenus, soit nous allons procéder à un échange de territoire. C'est simple, c'est ce que les Gabonais veulent. Ça veut dire que pour vous, il ne faudrait pas que la Guinée équatoriale fasse preuve d'une forme d'application à géométrie variable de l'arrêt rendu par la CIJ. C'est effectivement ce que nous déplorons, c'est la propagande qui se développe actuellement en Guinée équatoriale, c'est le triomphalisme qui est constaté là-bas, mais nous sommes clairs, nous Gabonais, nous disons que les territoires allant selon la description géographique de la convention entre la France et l'Espagne de 1900, ces territoires doivent revenir
impérativement au Gabon. Doivent Alors, revenir, quand font partie du territoire gabonais selon ce que a dit la règle de la Cour de justice internationale. D'accord. Alors, quand cet arrêt fixe donc l'opinion sur ce qui est la réalité par rapport au jugement rendu par la CIJ, l'application stricte du traité de 1900 signé entre la France et l'Espagne, alors que la République de Guinée équatoriale jusque-là a donc investi dans ces zones-là. Ça implique beaucoup, ça implique les aspects territoriaux, administratifs, démographiques, économiques. Est-ce que ces questions-là seront traitées de façon lapidaire? Non, pas du tout, ou ça prendra le temps nécessaire? Pas du tout. Cela doit prendre du temps. Cela doit prendre du temps. Cela doit relever vraiment de la mise en place d'une expertise de haut niveau au Gabon. Hein, il faut s'assurer que les ministères régaliens, les affaires étrangères, l'économie, le budget, l'intérieur, les mines, nationale, surtout le pétrole, hein, vraiment tout l'écosystème, je vais dire, administratif et technique du Gabon, spécialisé sur ces problématiques-là, puissent être réunis pour avoir vraiment une délégation qui soit capable de négocier avec des juristes, avec une expertise internationale, des appuis internationaux, des appuis internationaux, vraiment un juste milieu avec la Guinée équatoriale. Ce qui est important, c'est de trouver un terrain d'entente avec la République sœur de Guinée équatoriale, c'est de nous accorder sur ce qui est essentiel pour nos deux pays. Hein, si la Guinée équatoriale refuse d'évacuer les régions du Nord, nous allons revenir au statu quo. Les forces gabonaises ne peuvent pas quitter Mbanié tant que le problème n'est pas résolu. Ça, c'est le point de vue de la société civile et de la population gabonaise. Donc, je partage pleinement la démarche du président de la République, la démarche d'apaisement, la démarche de conciliation qui est conforme aux aspirations du peuple gabonais, qui est conforme à la tradition africaine. Nous allons nous asseoir dans le Mbandja. Hein? Nous allons, en tant qu'Africains, en tant que Bantous, trouver une solution à l'africaine, à l'amiable, pour que toutes les parties soient satisfaites. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la République de Sao Tomé et Principe comme pouvant faire partie des négociations pour ce qui est de la délimitation des frontières maritimes. Alors, restons un peu sur cet aspect lié aux frontières maritimes, puisqu'on sait que Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, même s'il faut étendre jusque là-bas, sont des pays du golfe de Guinée. Donc, il y a un aspect également lié à la sécurité. C'est une zone dans laquelle il y a souvent des actes de piraterie constatés. Donc, cette question sécuritaire de la délimitation des frontières maritimes revêt toute son importance. Exactement. Il y a la question de la sécurité, la question de la piraterie, comme vous l'avez dit, dans la zone du golfe de Guinée constitue une problématique critique en ce qui concerne globalement la sécurité même régionale. Hein, des groupes incontrôlés, des pirates, vraiment continuent à commettre des actes répréhensibles dans cette région. Ces pirates viennent généralement du Nigeria, prennent en otage des bateaux, font des incursions au Gabon, en Guinée équatoriale et même à Sao Tomé. Donc il y a aussi une nécessité de réfléchir sur une approche sécuritaire globale, sur des mécanismes permettant d'endiguer ce phénomène, permettant de sécuriser nos frontières maritimes, de doter notamment notre marine nationale et notre marine marchande des instruments permettant vraiment de s'attaquer à ce phénomène. Or, malheureusement, notre marine marchande ne dispose pas de moyens nécessaires de détection et de répression. Et de répression, il faut réprimer, il faut attaquer. Il faut sécuriser nos frontières maritimes. Au-delà du piratage, il y a aussi également le pillage de nos ressources halieutiques. Hein? Tous ces phénomènes ne sont pas actuellement contrôlés. Le président de la République hérite donc d'un environnement qui est déjà dégradé. Il faut mettre en place toute une politique. Il faut mettre en place toute une réflexion globale pour attaquer de façon frontale ce phénomène de piratage et surtout la sécurisation de nos frontières, la protection de nos ressources.
Ça doit être une priorité, un axe prioritaire de la politique du septennat. Alors, Gabon, Guinée équatoriale, deux pays de la sous-région Afrique centrale qui font également partie de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui a depuis plusieurs années mis en relief certains mécanismes dans le cadre de la prévention des conflits armés, de la préservation également de la paix à travers le COPAX par exemple. La CEAC ou la CEMAC sont donc des ensembles sous-régionaux qui militent également pour une véritable mise en relief de l'intégration sous-régionale. Alors que ces deux pays frontaliers qui ont une longue tradition d'amitié, Gabon, Guinée équatoriale, ont ce différend à régler. Est-ce que vous pensez que la sous-région Afrique centrale, la CEMAC, la CEAC pourraient s'inviter à la table pour accompagner ces deux pays à pouvoir régler justement cette question dans l'intérêt des deux pays, surtout dans l'intérêt de l'Afrique centrale aussi? Je pense que les deux pays ont la capacité, déjà la volonté, de s'asseoir sur une même table de négociation. Si ce volet-là, si cet aspect échoue, nous pourrons alors faire appel à de la médiation, qui naturellement viendrait dans un premier temps des structures régionales, autour, n'est-ce pas, gravitant autour de la CEAC, la commission de la CEAC. Dans un premier temps, moi je milite pour une discussion directe, bilatérale, entre le leadership gabonais, entre les experts gabonais de la commission gabonaise et celle de Guinée équatoriale. Nous avons la capacité de négociation, nous avons des grands experts dans ce pays qui peuvent relever le défi et avec nos frères de Guinée équatoriale, nous allons nous asseoir pour parvenir, comme je l'ai dit, à un juste milieu, pour parvenir à un accord gagnant-gagnant. Alors, justement... Un accord gagnant-gagnant. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer de façon graduelle la décision de la Cour de justice internationale. Il faut appliquer la décision de façon globale. C'est à ce niveau qu'il faut traiter le problème. Nous pouvons nous accorder aussi sur le statu quo, revenir au statu quo de Mbagné et des régions nord du Gabon. Donc moi je privilégie en tant qu'acteur de la société civile, défenseur de la patrie. Mais revenir au statu quo, Georges Opaga, ça profiterait à qui? Parce qu'on sait que le Gabon est présent sur l'île Mbagné depuis 1974, je crois. Ça profiterait à qui? Ça fait 51 ans qu'on est dans cette situation. S'il faut rester sur le statu quo. Le statu quo signifie que nous n'avons pas pu trouver un accord. Si nous ne trouvons pas d'accord, nous allons revenir au statu quo. Si nos frères de Guinée équatoriale n'acceptent pas le principe d'appliquer la convention de 1900, nous reviendrons au statu quo. Donc les troupes gabonaises, la souveraineté de Gabon continuera à être exercée sur l'île Mbagné. Tant que le problème ne sera pas réglé, il faut régler le problème. Il faut régler le problème de façon consensuelle, nous asseoir. Je partage pleinement la vision du président de la République, qui est d'aller vers l'apaisement avec nos frères de Guinée équatoriale, de trouver une approche consensuelle de résolution de conflits, de résolution du problème. Nous ne sommes pas en conflit de résolution du différend. D'accord. Alors justement, voilà. Jusque-là, cette question, c'est différent. Les deux États avaient choisi donc de reposer sur l'expertise des spécialistes des questions liées du droit des deux parties de la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale, les éminents juristes qui ont conduit donc ces négociations jusqu'à la Cour internationale de justice. Maintenant, dans ces négociations qui pointent à l'horizon, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place un véritable aréopage de personnalités issues de l'ensemble des forces vives de la nation, que ce ne soit pas que des spécialistes du droit? Je pense qu'il faut renforcer cette équipe. Le professeur Rosa Tanga est un expert de haut niveau. C'est quelqu'un qui est reconnu, qui a de la notoriété. L'échec du Gabon n'émane pas de lui. Même si certains esprits malveillants l'ont dit, n'émane pas de lui. La perte du document de la Convention est une incompétence de l'administration gabonaise. La Convention de Bata est une incompétence de l'administration gabonaise. C'est incroyable que nos archives nationales ne soient pas capables de sécuriser
sur le matériel, de sécuriser vraiment nos documents. C'est inadmissible. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans ce domaine. Donc la responsabilité, elle est globale. La responsabilité, c'est l'administration, c'est la présidence, c'est l'ancienne présidence de la République. Hein. Ceux qui ont signé les documents à l'époque du président Omar Bongo, c'est les ministres des Affaires étrangères, c'est l'administration des Affaires étrangères. Parce que le dépositaire des traités, conventions, qui sont signés ou ratifiés par le Gabon à l'échelle internationale, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc la responsabilité revient de là-bas, et non du président Oligui Nguema, qui a hérité d'un document, d'un dossier, n'est-ce pas, qui était géré depuis 10 ans par le régime déchu d'Ali Bongo. Justement, il y a une Donc il n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Lui, il n'a fait que suivre le dossier avec ces experts-là. Alors, il y a justement, quand vous parlez de la responsabilité de l'actuelle autorité dans notre pays, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en même temps chef du gouvernement, et le gouvernement qui a été mis en place, il y a eu des réactions de la classe politique après que la CIJ ait prononcé son arrêt par rapport aux différentes, le Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a ce propos que certains jugent ambivalent ou qui se contredit, celui de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibidze, qui en même temps appelle à une forme d'union sacrée autour de cette question. Il souhaite évidemment que les Gabonais fassent corps pour pouvoir défendre les intérêts du pays, mais en même temps, il exige de l'actuel exécutif de pouvoir dire aux Gabonais ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet arrêt qui a été défavorable au Gabon? Non, je pense qu'Alain-Claude Bilibidze est disqualifié pour traiter ce genre de questions et avoir une telle réflexion, et surtout un regard accusateur vis-à-vis du nouveau régime. Non, il demande des comptes. Le nouveau régime n'est nullement responsable, je le dis bien, il faut être crédible. Il faut être, quand on aborde ce genre de problématique, cette question, le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale a été mis en perspective devant les juridictions internationales, a été posé devant les juridictions internationales, en 2021. Depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, le problème se pose. Depuis plus de 10 ans, le problème se pose. Mais c'est en 2021 que le dossier a été amorcé par l'ancien régime. C'est l'ancien régime qui est redevable. C'est l'ancien régime qui a choisi, qui a limité le champ d'investigation, qui a limité les compétences de la mission. Les différents ministères sectoriels ont été exclus. Le ministère de l'Intérieur a été exclu, le ministère de la Défense a été exclu, le ministère de l'Économie et des Finances, du Budget a été exclu, le ministère en charge du pétrole a été exclu, le ministère des Mines a été exclu, tous les ministères importants régaliens, toute l'expertise. On aurait pu développer aussi un écosystème de juristes, de spécialistes des frontières au niveau international. Ce travail n'a pas été fait. Les thèmes de référence de la mission étaient totalement, faibles, c'est-à-dire le niveau de compétence d'expertise, au-delà des juristes. Les juristes font leur travail, mais il y a des experts thématiques, des experts techniques, qui maîtrisent toute la question, toute la complexité du dossier. Ces experts n'ont pas été réunis. Donc la responsabilité revient au régime déchu d'Ali Bongo et non à M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a une vision vraiment d'ouverture, une vision de souveraineté. Qui soutient la souveraineté, qui soutient l'indépendance totale du Gabon. Les actes posés par lui sont palpables. Donc il ne peut pas comploter, il ne peut pas se permettre de faire un deal avec la Guinée équatoriale. Alors, cette accusation est abjecte, elle est inacceptable. La responsabilité de l'échec, n'est-ce pas, du Gabon en ce qui concerne Mbagnié relève de l'ancien régime, et je le dis de façon catégorique. Donc ça veut dire que selon vous et pour vous, on a déjà plus ou moins abordé la question depuis le début de l'émission, ce qui concerne la représentativité de cet aréopage de Gabonais qui devrait pouvoir constituer un groupe par rapport aux négociations futures qui devraient s'ouvrir. Brice Clotaire Oligui Nguema ayant implémenté sa gouvernance sur la base de l'inclusion, vous pensez qu'on va vers la mise en place justement
Oui, je suis d'accord, il faut mettre cette équipe pluridisciplinaire, composée de juristes de haut niveau, composée d'experts internationaux, de cabinets internationaux, composée aussi des ministères que j'ai cités précédemment. Donc le ministère des Affaires étrangères, disons, la vice-présidence du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie, le ministère des mines, du pétrole, le ministère de l'Intérieur et de la Défense. C'est cet ensemble d'écosystèmes qu'il faut mettre en place. Il faut ajouter à cela des experts aussi qui doivent surveiller ce travail, les membres de la société civile. Il faut inclure dans ces membres les députés, les sénateurs, les membres de la société civile. Voilà ce qu'il faut mettre en place pour aller vers des négociations avec une équipe solide, professionnelle et dotée d'une expertise de haut niveau. C'est ce qu'il faut mettre en place. Alors, très rapidement, autour du président de la République. Donc, il va falloir très rapidement, je pense, engager des négociations avec la Guinée équatoriale dans un esprit consensuel, dans un esprit ouvert au compromis, ouvert vraiment à un partage de responsabilités en ce qui concerne le futur même économique, les productions pétrolières. Parce qu'en relief, ce qui est important, c'est les ressources pétrolières en eau profonde dans le golfe de Guinée, qui feront l'objet d'un partage entre le Gabon, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Si jamais il est établi qu'il y a des ressources pétrolières... Potentiellement, il existe des ressources énormes. Georges Opaga, alors dans ce communiqué du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui appelle à la retenue et à la sagesse, le chef de l'État gabonais a également précisé que dans les prochains jours, les deux experts gabonais qui ont été envoyés, qui ont pris part à cette audience de la Cour internationale de justice le 19 mai dernier, viendront faire un compte-rendu au Parlement gabonais afin d'apporter un éclairage par rapport à cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice. Comment vous réagissez? Je partage pour la réponse, je suis tout à fait d'accord. Pas de commentaire, mais ce sont ces deux experts qui ont mené le plaidoyer du Gabon. Donc il leur appartient de venir expliquer, parce que tout le monde ne comprend pas, n'est-ce pas, la complexité des décisions de ce genre, hein, des décisions au niveau des juridictions internationales. Leur interprétation relève des compétences des juristes de haut niveau. Je pense que le professeur Rosa Tanga est l'un des meilleurs, s'il y a trois meilleurs juristes au Gabon, Rosa Tanga fait partie des trois. C'est un chevronné, c'est un professeur d'université reconnu mondialement, internationalement. Je déplore le comportement jaloux, les mauvaises langues qui cherchent à le vilipender. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. La perte des documents ne relève pas de lui, mais relève de l'administration des affaires étrangères, relève de l'administration gabonaise de façon globale. Alors, est-ce que, quand le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, demande à ces deux experts qui ont conduit le débat pour le Gabon, le plaidoyer du Gabon devant la Cour internationale de justice, demande à ces deux experts de venir faire un compte-rendu non exhaustif ou exhaustif au Parlement gabonais, c'est une nouvelle approche, une nouvelle gouvernance politique qu'il implémente, celle de faire dans la clarté, de mettre le Parlement également au cœur de sa vision politique. C'est d'abord un haut niveau de transparence. Je salue vraiment l'idée même de la transparence, l'idée même de la redevabilité. Le président s'inscrit dans cette perspective, dans une logique de transparence, de redevabilité et de responsabilité partagée. Je m'explique. Il est chef de l'État. Il n'est pas dans une logique de gouvernance radicale, de verticale. C'est une gouvernance partagée, une gouvernance holistique qui fait intervenir tous les segments de la société et surtout les segments politiques. Par rapport à cette question qui est centrale, qui est critique pour les Gabonais, il est donc de son devoir vraiment de se poser, de proposer une approche vraiment de clarification. Il faut clarifier. Il faut donner la parole, n'est-ce pas, à la représentation nationale, pour qu'elle puisse s'exprimer également et donner son point de vue, ses contributions. C'est un apport substantiel vraiment à la réflexion, c'est un apport substantiel au partage de responsabilités et surtout
à une clarification en ce qui concerne le bien fondé de cette décision, les tenants et les aboutissants de cette décision. Il est donc de son devoir en tant que garant de la nation, de la souveraineté nationale, président du gouvernement, de permettre à ces experts de clarifier, de donner les bonnes informations, parce qu'on a beaucoup véhiculé des fausses informations, des rumeurs, des informations totalement infondées, des accusations qui n'ont pas de sens. Donc il faut clarifier, il faut éclairer l'opinion publique, il faut informer, sensibiliser et surtout convaincre les Gabonais que cette décision ne nous est pas totalement défavorable. Donc, il y a une nécessité d'explication, une nécessité de pédagogie, et c'est cet effort-là, c'est ce travail qui sera fait par ces deux experts. Donc, je partage fondamentalement l'approche inclusive, la transparence qui prévaut vraiment dans cette décision. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, a été élu avec 94,85% par les populations gabonaises qui ont donc transféré leur souveraineté, puisque dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain, mais grâce au vote, au suffrage universel direct, le peuple a donc transféré au président de la République sa souveraineté. Quand il demande à ses experts de venir faire un compte-rendu sur cette question, ces différends qui opposent le Gabon à la Guinée équatoriale, est-ce que c'est une façon pour le président de la République de rendre compte directement au peuple? Mais je vous ai dit tout à l'heure que le président agit dans une approche inclusive. C'est quelqu'un qui est pour l'inclusion, c'est quelqu'un qui gouverne de façon... il y a ce qu'on appelle un partage de responsabilités. Il n'est pas dans une logique de gouvernance fermée, centralisée. Il est dans une logique d'ouverture, de partage de responsabilités. Il ne peut pas être au four et au moulin. Il n'est que coordonnateur. C'est lui qui est le coordonnateur de toute la politique globale du pays. Il porte la vision du développement du Gabon pour les 7 prochaines années. Mais avec lui, il est entouré d'experts. Il ne peut pas donc être au four et au moulin, il n'est pas omniscient, omniprésent. Donc il fait appel à son collège d'experts spécialisés sur plusieurs thématiques, notamment ces juristes-là, pour édifier le peuple, pour édifier la représentation nationale, par conséquent, l'ensemble de la population gabonaise, sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, sur ce que le Gabon gagne, sur ce que le Gabon perd. C'est dans la logique d'une gouvernance ouverte, d'une gouvernance démocratique et d'une gouvernance axée sur un processus vraiment de participation, d'inclusion et de transparence. Georges Mpaga, vous êtes donc leader de la société civile gabonaise, président du conseil d'administration du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG en même temps de premier secrétaire du conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous étions en train d'aborder le premier point relatif donc à cette actualité brûlante au sujet de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 19 mai dernier au sujet du différend qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale sur leurs frontières terrestres notamment et maritimes qui restent à être délimitées. Alors on ouvre le second point de l'émission, toujours en rapport avec l'actualité, et là c'est une actualité, Georges Mpaga, qui vous concerne directement, puisque depuis quelques jours, vous êtes au cœur d'une forme de que vous qualifiez de cabale menée par certains contre vous, et vous avez décidé en la date du 22 mai 2025 d'ester en justice Madame Aïcha Claudine Tsumbu, qui est présidente de l'association dénommée Réconciliation, parce que cette association vous accuse sur la place publique d'avoir détourné plusieurs millions de francs CFA qui auraient été disposés et qui devraient profiter à plusieurs familles des victimes des violences post-électorales de 2016. Qu'en est-il exactement? Premièrement, d'abord, sur la plainte. Vous avez décidé de saisir le tribunal de première instance afin de dénoncer ce que vous qualifiez de diffamation. C'est bien ça? Oui, c'est de la diffamation.
qui a pour objet effectivement de porter atteinte à mon honneur et à ma considération. Il y a aussi ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Vraiment, les faits évoqués par cette dame sont totalement infondés et calomnieux. Je ne me reconnais pas dans ses propos, je ne me reconnais pas avoir travaillé avec cette dame. Bien sûr, Georges Paga, en tant que défenseur des droits de l'homme et président de la principale organisation, plateforme qui travaille sur les droits de l'homme au Gabon, donc le rôle BG, a été le principal acteur de la société civile chargé de mener les investigations en ce qui concerne la crise post-électorale de 2016. Dans son volet le plus critique, les violations des droits de l'homme, les enlèvements, la séquestration et les disparitions forcées ou les exécutions extrajudiciaires, y compris les arrestations arbitraires. J'ai travaillé sur ce volet sur la base des mandats, avec les instruments juridiques internationaux, un mandat de la société civile, un mandat des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai travaillé avec la Cour pénale internationale, j'ai travaillé avec Amnesty International. J'ai travaillé avec l'Union européenne, les Nations unies et bien sûr la CPI. C'est Georges Paga qui a mené les investigations, qui était le chef de mission de la société civile pour les investigations. C'est moi qui ai fait le travail de documentation. Mais ça, c'était pour Maintenant, en ce qui concerne les accusations de cette dame, oui. Pour connaître comment les mécanismes des droits de l'homme fonctionnent, il faut savoir que lorsqu'il y a des crises, des atteintes graves aux droits de l'homme qui débouchent, ou des crimes contre l'humanité ou des génocides qui débouchent sur des... je vais dire sur la mise en place des tribunaux internationaux pour juger les responsables de ces atrocités, à l'instar de ce qui s'est passé au Rwanda, et en l'ancienne Yougoslavie ou au Libéria, on met en place ce qu'on appelle, pour indemniser les gens, effectivement, on met en place des mécanismes d'indemnisation des victimes. On met en place un dispositif pour indemniser les victimes. Ce dispositif peut être national ou international. Ça existe au sein des Nations Unies. Premièrement, voilà. On va aller doucement. Première question. Lorsque vous avez mené ce plaidoyer-là, vous aviez écrit, vous aviez dit aux organismes internationaux, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la Cour, l'Union européenne aussi, quelle a été la réaction justement de ces organismes? Est-ce que vous avez pu avoir gain de cause? Est-ce que ça a été établi, prouvé justement qu'il y a eu violation de droits de l'homme à ce niveau? Effectivement, l'arrêt de la Cour pénale internationale de 2018-2019 reconnaît la gravité des faits, mais que les crimes qui ont été commis au Gabon ne relèvent pas des crimes contre l'humanité. La Cour a décidé donc que les enquêtes devaient se poursuivre. Le dossier est pendant devant la Cour pénale internationale. Il n'y a pas eu de décision. Les facteurs sont là, les crimes ont été commis, des crimes d'une ampleur sans précédent. Le dossier n'a jamais été classé. Mais la Cour pénale a demandé que le dossier est pendant. Le dossier du Gabon de 2016 est pendant la Cour pénale internationale. C'est moi qui vous le dis. Le dossier n'a jamais été clos. Le dossier est pendant à la Cour pénale internationale. Il n'y a jamais eu de décision, la mise en place d'une enquête internationale sur cette problématique, sur cette question. Nous avons mis en place au niveau national, en 2020, avec l'appui des Nations Unies, avec l'appui des Nations Unies et de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'Union européenne, une commission qui avait pour objectif de réfléchir sur ce que nous pouvons entrevoir comme mécanisme pour régler le problème, pour soulager les souffrances des familles. Moi-même, j'ai été victime de ces atrocités. Je suis sorti de là traumatisé pendant plus de 5 ans. Quels sont ces mécanismes qui ont été mis en relief? Ce mécanisme n'a jamais abouti. Je parle sous le contrôle du ministère, n'est-ce pas, de la justice, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la Direction générale des droits de l'homme. Ces mécanismes ont été mis en relief par l'ancien régime. Nous avons essayé de négocier. Est-ce que ça a été mis en place? Est-ce que ça a été mis en place par l'ancien régime? Ça a été mis en place par l'ancien régime. C'était quoi? Un mécanisme de dialogue et d'échange pouvant aboutir éventuellement à l'indemnisation des victimes. Mais il n'y a jamais été mis en place une structure, un mécanisme
un fonds d'indemnisation des victimes. Cela n'existe pas. Je mets au défi le gouvernement déchu, les anciens premiers ministres, les anciens ministres de ce régime. Il n'y a jamais été mis en place un dispositif d'indemnisation des victimes au Gabon. Ce dispositif n'existe pas. À quel niveau, justement, les négociations ont-elles été abouties ou mises en place? À quel niveau vous vous êtes arrêté dans les négociations? Nous n'avons pas pu. La structure n'a jamais abouti compte tenu des réticences de ce régime, de l'opacité de ce régime autour de ce dossier. Nous n'avons pas pu progresser. Nous sommes allés, nous ne sommes parvenus qu'aux intentions, aux réunions. Aux nombreuses réunions sans parvenir. Est-ce que l'ancien régime avait reconnu d'ailleurs les faits que vous leur reprochez? L'ancien régime s'est toujours dégagé de ses responsabilités. L'ancien régime n'a reconnu que trois victimes. Alors, sur 3 victimes, ça veut dire n'a reconnu que 3 victimes. Mais nos investigations, nous avons 170 victimes. Victimes, c'est-à-dire entre les morts, les blessés, les handicapés, les personnes qui ont reçu des traumatismes. 170 personnes. Le rôle BG a recensé 170. Documenté. J'ai documenté avec des certificats médicaux, avec un ensemble d'informations. Que vous avez remis au ministère de la Justice. Nous les avons remis à la Cour pénale internationale. Nous n'avons pas coopéré. Nous avons refusé de coopérer avec ce régime criminogène. Nous avons travaillé avec l'Union européenne, Amnesty International, la CPI, les droits de l'homme. J'étais à Genève. D'accord, mais donc je suis le parfait connaisseur du dossier. D'accord, quel était finalement le rôle de cette commission qui avait été mise en place pour essayer d'indemniser ces victimes dont vous parlez? Le rôle de la commission était essentiellement d'apaiser, de discuter, d'identifier les éventuelles personnes pouvant être aidées, éventuellement. Mais nous ne sommes jamais parvenus à une entente, à une démarche visant à indemniser les victimes parce que nos points de vue étaient divergents. Parce que nous, en tant que société civile, nous avons exigé des enquêtes. Nous avons exigé des enquêtes approfondies pour aller vers l'essentiel, vers ce qui a été commis comme crime contre l'humanité, contre crime au Gabon. Parce que les enquêtes n'ont pas été menées. L'arrêt de la Cour pénale internationale signifiait qu'il fallait renforcer les mécanismes d'enquête, poursuivre les investigations pour parvenir à un dossier plus étoffé, susceptible de constituer des éléments de crime contre l'humanité. Ce travail n'a pas été fait. Ouais. Par conséquent, au vu des propos de cette dame, compte tenu de l'inexistence d'un mécanisme d'indemnisation des victimes, d'un fonds d'indemnisation des victimes fait par l'international ou par le gouvernement, ces propos sont totalement infondés, injustifiés. Et d'ailleurs, en 2016, M. Ndongsima n'était pas Premier ministre. Vous voyez comment on utilise la désinformation pour pouvoir ternir l'image de Georges Mpaga. Georges Mpaga est un défenseur des droits de l'homme reconnu, intègre. Donc les propos de cette dame sont totalement... Alors, comment justifier que la présidente de cette association Réconciliation a dire sur les réseaux sociaux et dans certains journaux que vous avez détourné 10 millions de francs CFA par victime? Il y a 170 victimes. Donc, si on fait le calcul, 170... Ça fait 1,7 milliard. Donc 1,7 milliard, mais qu'elle nous dresse la liste des victimes. Ça, dans un premier temps, j'exige le dressage de la liste des victimes. Qu'elle me sorte sa liste des victimes, qu'elle me dise, qu'elle dise qui a financé le dédommagement des victimes et à quel montant. Qu'elle fasse la lumière. Qui a donné l'argent? L'argent est sorti de quel budget? On peut aller faire des vérifications au budget au ministère. Je vais demander à la justice, puisque l'affaire est au niveau de la justice. Voilà, elle est poursuivie pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Elle a dénoncé un ancien conseiller du Premier ministre. Justement. Cet ancien conseiller du Premier ministre m'a appelé. Il ne se reconnaît pas dans ces allégations. Cet ancien conseiller m'a appelé hier soir. Dit que vous aviez dit à cette présidente. Cet ancien conseiller, je vous dis qu'il m'a appelé hier soir. Il ne se reconnaît pas dans ces allégations. Il ne reconnaît pas cette dame. Donc vous voulez dire que c'est votre parole? C'est une affabulatrice. C'est une affabulatrice. Elle a raconté des choses qui ont pour objectif de nuire à ma personnalité. Mais nous, on n'a pas l'enregistrement de
l'échange que vous avez eu avec l'ancien conseiller? Ben, je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'enregistrer. Sinon, je suis susceptible de poursuites judiciaires. Mais ce qui est important, c'est que en tant qu'accusatrice, les éléments constitutifs des preuves, elle devra me les fournir. Elle va me fournir la liste des personnes qui ont fait l'objet de détournement de fonds de la part de M. Mpaga. Deuxièmement, elle va fournir des preuves, des informations vérifiables et certifiables sur le mécanisme de financement, de dédommagement des victimes qui a été mis en place et par qui? Ces 10 millions dont on dit que vous êtes responsable de leur... vous avez distrait donc cet argent selon ce qu'elle a dit, la présidente de l'association Réconciliation. Donc 1 milliard, c'est ça? 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions, ça viendrait d'où? C'est la question à laquelle Mme Ntshoumou devrait répondre devant la justice. Hein? Si ça vient de l'État, du ministère des Finances, on va regarder le budget de l'État, parce que le budget de l'État relève d'une loi de finances. À mon avis, il n'y a aucune loi, je contrôle le budget de l'État dans le cadre de l'ITIE. Je n'ai jamais vu une ligne budgétaire depuis 2016 consacrée au dédommagement des victimes. On va regarder le budget du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. À partir de ce moment, on pourra savoir si l'État gabonais a dédommagé les victimes de 2016 et sur quelle base, à partir de quel mécanisme, et quel a été le compte bancaire qui a été utilisé et quel a été l'ordonnateur des fonds. Alors, donc, vous avez décidé de... L'ordonnateur des dépenses. Vous avez décidé d'ester en justice, Madame Aïcha Claudine Ntshoumou, présidente de l'association Réconciliation. Vous avez donc écrit au tribunal de première instance de Libreville. L'audience n'a pas encore été arrêtée, n'a pas encore été entendue. Elle sera entendue, elle répondra de ses actes. Elle répondra de ses actes. Il faut arrêter avec la diffamation, avec la calomnie. Cette dame, elle a un problème de langage. Elle utilise un langage ordurier. Elle insulte tout le monde, même le président de la République. Elle porte atteinte à l'honneur et à la considération des hautes autorités de l'État. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je suis une personnalité de la société civile, je suis un responsable du Conseil économique et social, un responsable institutionnel de l'État. Elle vient me salir publiquement, elle va répondre de ses actes. Elle va répondre de ses actes. Est-ce que l'association Réconciliation est dans une posture où on a l'impression que vous, qui avez été parmi les principaux leaders à être au chevet des familles des victimes des violences post-électorales de 2016, avait complètement abandonné le combat? Nous n'avons pas abandonné. Son approche est mauvaise. Son approche est belliqueuse. Son approche n'est pas professionnelle. Elle aurait pu demander à Georges Mpaga, qui est un expert dans le plaidoyer, de faire par exemple les démarches auprès du président de la République, qui est un homme de cœur. J'aurais pu mener des démarches de plaidoyer, mais faire une note d'explication de la problématique au président. Parce que le président Oligui n'est pas au courant des crimes de 2016. Il était à Dakar. Il n'est pas comptable de cette situation. Il faut lui expliquer la démarche. L'intérêt de trouver un terrain d'entente avec les victimes de 2016. Moi, je ne néglige pas. Moi-même, j'en suis une victime et j'ai géré ce dossier. Georges Mpaga, on ne vous reproche pas à vous seulement, mais à la société civile gabonaise d'avoir abandonné justement ce combat, parce qu'aujourd'hui, vous défendez l'actuel régime. Non, nous n'avons pas abandonné le combat. Nous n'avons pas abandonné le combat. Le mandat du régime actuel était un mandat de réforme des institutions, de réforme démocratique, de restauration des institutions démocratiques. Le pays a été abîmé par 56 années de mauvaise gouvernance où les institutions sont tombées toutes en faillite. Il fallait remettre le pays dans les rails, restaurer les institutions. C'était le mandat. Maintenant, il y a un dossier qui est là, un dossier pendant. L'affaire de 2016 me tient à cœur en tant que défenseur des droits de l'homme. Ayant subi les atrocités de ce régime. Ça fait 2 ans qu'on vous a pas parlé. J'ai subi davantage que madame, cette dame, parce que si les coups de feu, si la répression a cessé, n'est-ce pas, au QG de Jean Ping, le 31 août 2016, c'est grâce à Georges Mpaga. J'ai fait intervenir l'ambassadeur des États-Unis. J'ai crié. J'ai bien fait intervenir l'ambassadeur. C'est à partir de ce moment que les massacres ont cessé. Donc je suis un témoin oculaire. Elle n'a pas plus crédible que moi pour parler des événements de 2016. J'en suis sorti traumatisé. J'ai mené ce combat jusqu'au bout.
J'ai mené le combat contre Ali Bongo. J'ai demandé qu'Ali, j'ai porté plainte à Ali Bongo à la CPI. Personne n'a fait mieux que moi au Gabon. Donc elle ne peut pas venir me vilipender, me maltraiter. C'est inacceptable, c'est abject son comportement. Donc elle va te répondre de ses actes. Moi, j'étais disposé à faire le plaidoyer auprès du chef de l'État pour que les préoccupations par rapport aux violations des droits, donc nous puissions nous asseoir, nous puissions trouver un mécanisme avec les familles, avec les victimes. Cela est possible. Le président est dans une approche des droits de l'homme. Il accepte cette approche des droits de l'homme, il accepte cette approche de réconciliation, de stabilisation des cœurs. C'est un homme qui est ouvert à la réconciliation, qui est ouvert au pardon. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé en 2016. Sa responsabilité ne peut pas... Mais il faut aller de façon... professionnel, poser le problème de façon professionnelle, trouver les mécanismes pour pouvoir parvenir à une entente, à un mécanisme de résolution, d'atténuation des souffrances des familles, que je partage pleinement. Mais sa démarche cavalière, accusatrice, désordonnée, ne contribue pas à régler le problème. Georges Opaga, on arrive au terme de cette édition spéciale consacrée donc à ces deux sujets qui font l'actualité au Gabon. Le premier en rapport avec l'arrêt de la Cour internationale de justice, ce qui concerne le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et le second en rapport avec l'accusation dont vous êtes victime, selon vous, de la part de Mme Aïcha Claudine Tsoumbou, présidente de l'association Réconciliation, qui vous accuse d'avoir détourné plusieurs millions de francs CFA, enfin plus d'1 milliard de francs CFA. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que nous devons apporter notre appui dans le dossier de Panier, dans le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale, à la vision, à la démarche constructive et mise, n'est-ce pas, par le président Oligui. Devant lui faire confiance, c'est un homme droit. Je peux dire je ne dirais pas qu'il est sans péché, mais c'est un homme droit. C'est un homme juste, c'est un homme qui partage pleinement, vraiment, les valeurs de la République, les valeurs de l'intégrité du territoire, qui soutient fondamentalement l'intégrité. Il ne peut pas être versé dans une compromission, dans une sorte de deal pour vendre une partie du territoire gabonais. C'est une accusation abjecte que je rejette. Donc, il a tout le soutien de la société civile. Il a tout le soutien des forces vives de la nation. Nous allons accompagner l'équipe, mais mon souhait est que cette équipe soit renforcée avec un haut niveau d'expertise, avec une approche inclusive de l'ensemble des forces vives. C'est un dossier national, mais nous devons être dans la radicalité, mais aussi dans notre capacité de compromis. La radicalité signifie que nous sommes prêts au compromis. La radicalité signifie que nous sommes prêts aussi à être dans notre position, dans le statu quo, si les frères de Guinée équatoriale s'obstinent à refuser de reconnaître la totalité de la décision de la Cour de justice internationale. Donc le président Oligui a tout notre soutien. La République est unie dans ce dossier très sensible, très important, qui tient à cœur aux Gabonais et aux Gabonaises. Et sur le deuxième point? Sur le deuxième point, je ne suis pas belliqueux. Je suis quelqu'un de cœur, je suis un religieux. Je suis sorti des milieux religieux, je suis pour le pardon, mais cette dame, dans un premier temps, ira se justifier devant la justice. Elle va apporter les éléments parce qu'elle a sali mon nom, elle a émise des accusations totalement infondées, fabriquées de toutes pièces qu'elle ne peut pas justifier. Et donc elle devra répondre devant la justice pour qu'enfin cesse la calomnie, la diffamation véhiculée de façon maladroite et malhonnête dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui servent de tribunes pour salir, pour injurier. Mais il faut que cela cesse. Désormais, si quelqu'un est calomnié, diffamé dans les réseaux sociaux, cette personne devra répondre devant la justice. Il en est du cas de Mme Tsoumbou Aïcha. Elle va répondre de ses actes devant la justice. Merci Georges Opaga, merci pour cette conclusion. Merci surtout d'avoir accepté de passer dans notre émission, l'édition spéciale, pour faire le point sur ces sujets qui font l'actualité au Gabon. Merci. Ainsi se referme l'édition spéciale de ce jour. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africain.